Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens face au PSG, défaite de nos Lensois, 2-1 dans un match tellement symbolique de ce qui se passe depuis le début de la saison et sur plein de choses, un match qui est quand même somme toute frustrant, même si le PSG était pas à fond, faut clairement le dire, mais on les a quand même bousculés, c'est à noter. Mais malheureusement, on a un banc éclataxe et un effectif qui n'est pas au niveau qu'il devrait être, avec des joueurs qui ne sont pas au niveau auquel ils devraient être, ou peut-être on peut aller plus loin, ils sont à un niveau qui était plus celui qu'ils ont connu il y a quelques temps. La frustration de Will Steele à la fin du match est vraiment symbolique aussi. Je pense qu'il en a ras le cul de devoir bricoler et de faire avec ce qu'il a, parce que lui, il peut se permettre de le dire, et pas comme certains coachs qui ont dit ça et qui avaient largement de quoi faire. Lui, il a pas largement de quoi faire. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. On va déjà commencer par la compo, et puis après, je ferai le débrief qui est assez intéressant. Puis j'irai sur la conclusion avec une petite info mercato. Je vous donnerai quelques petites précisions. Là-dessus, il est question de gardien, mais on va déjà commencer par la compo. C'est parti, la compo en 3-5-2 ou en 5-3-2 selon que vous voulez. Mais en tout cas, une défense à 3 avec Hervé Kofi dans la cage, Grady, Malangsar et Medina. En piston à droite, Frankowski, à gauche, Machado, un milieu de terrain à 3, alors qu'on peut articuler soit à plat, soit avec Sotoka qui devient numéro 10, c'est-à-dire Thomasson, Diouf et Sotoka, et puis une attaque à 2, Koyalipou, Nzola. Alors ce que j'ai pensé de ce 11, c'est que c'est assez étonnant qu'il aligne deux attaquants. Il avait sur le match d'avant mis Nzola sur le banc et titularisé directement Koyalipou. Là, il a choisi dans un 3-5-2 d'être quand même offensif avec deux pointes, hein, et puis de muscler un peu le milieu de terrain en mettant 3 milieux de terrain. Alors, pourquoi il joue en 3-5-2? Parce que c'est Paris, et qu'à chaque fois qu'il a rencontré Paris, il a joué à 3 derrière, parce qu'il peut, grâce à cette compo, faire un couloir avec 2 joueurs pour pouvoir, on va dire, museler les ailiers offensifs extrêmement talentueux du PSG. Et puis surtout parce que Danso est suspendu et que il y a rien derrière, hein. C'est très faible au niveau défensif sans Danso et Kuzanov. Kuzanov ça y est, il a signé à Manchester City et avec la suspension de Danso, tu peux absolument pas jouer à 4 derrière. Il a été clair et net en conférence de presse, même si beaucoup kiffent ce fameux 3-5-2 à la Francaise, ou on va dire un 3-5-2, oui, version un peu Francaise, mais qui moi je trouve que ça va pas du tout dans l'esprit Will Steele, mais ça j'en parlerai un peu dans le débrief et la conclusion. Mais force est de constater qu'il n'a pas le choix, et surtout que cette stratégie du 3-5-2, c'est clairement de fermer les côtés et puis d'essayer de jouer la carotte et la transition rapide, chose qu'on a plutôt pas trop mal fait, j'y reviendrai après, mais en tout cas voilà. Maintenant, Koyalipou Nzola, moi je voulais le voir, je vous avouerai que j'aimerais bien le voir aussi avec un 4-4-2 ou un 4-3-3, mais avec peut-être Koyalipou sur un côté, même si aujourd'hui il est axe-axe. Dans ce match-là, c'était plutôt Koyalipou qui tournait autour d'Nzola dans un rôle un peu d'électron libre devant, mais cette association est pour moi très intéressante. Voilà, c'est comment dire, le bilan que je peux en tirer par rapport à cette compo. Maintenant, Sotoka est titulaire tant qu'il n'y aura pas d'ailier. Dès qu'il y aura des ailiers, il va disparaître de ce 11 de départ. Il est capitaine. Derrière, je pense que ça serait Thomasson ou Grady. Mais il y a une certaine forme de hiérarchie au niveau des piliers et de l'ancienneté. Parce qu'au cours du match, Sotoka sort pour donner son brassard à Grady et pas à Thomasson, mais je pense que dans quelques semaines ça sera Thomasson le capitaine, et ça serait mérité parce qu'il fait une saison somme toute très 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 correcte, mais voilà, pour l'instant ce 11 de départ c'est du bricolage, et je pense qu'il en a un peu marre, oui, le style de bricoler, et vu ce qu'il dit en conférence de presse, et j'y reviendrai dans la conclusion, voilà, le message est clair, donnez-moi de la qualité. Que j'ai au moins un banc de qualité et pas un banc éclaté comme ça où je fais des coachings qui sont un peu compliqués, parce que j'ai rien sur le banc qui me permet de garder le niveau de l'équipe type.
Voilà, voilà un petit peu ce que j'ai pensé, mais en tout cas voilà, j'avais prévu une défense à 3, après devant j'étais plus parti sur un 5-4-1 plutôt que un 3-5-2 ou un 5-3-2 selon le plaisir que vous avez à mettre les joueurs dans un sens ou dans un autre, mais il a été plus offensif et plus ambitieux que je l'avais pensé, puisqu'il a mis 2 attaquants. Voilà un peu ce que je pensais de la compo, vous me direz un petit peu dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de cette compo, si elle vous a satisfait ou pas. N'hésitez pas à commenter, je réponds très souvent, je pense que ceux qui l'ont vu le savent très bien que voilà, je réponds à tous les commentaires, enfin quand ils ont du sens. Mais en tout cas, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la compo. Et puis si vous avez des questions sur moi, ce que je pense en plus de la compo, vous n'hésitez pas dans les commentaires. On va passer aux notes. Et voici les notes pour ce match. On va commencer par Hervé Kofi. J'ai mis la note de 6 à Hervé Kofi. Moi je suis pas convaincu. Voilà. Moi je suis pas convaincu d'Hervé Kofi. Alors je me suis fait un peu allumer sur les réseaux parce que j'ai dit il a quand même encaissé 5 buts en 4 matchs. Ça a quand même un sens. Alors bien sûr on m'a rétorqué oui mais Samba il a encaissé 5 buts sur 3 matchs. Ouais mais Samba il a des stats de mongol. Alors pour la petite histoire, vu que Rennes a encore perdu, ses stats commencent à baisser, va bientôt rattraper Kofi, mais 5 buts en 4 matchs, même si t'affrontes 2 fois le PSG, ça change rien que aujourd'hui, il a quand même encaissé 5 buts en 4 matchs et qu'il a 0 clean sheet. Brice Samba, lui, il arrive au moins à faire un clean sheet sur 4 ou 3 matchs. Lui, c'est pas le cas du tout. Et je pense que c'est pour ça que le staff veut pas lui faire confiance. Je pense que voilà, il encaissera un but par match minimum et ça peut handicaper pour gagner des matchs. Donc je suis pas certain qu'Hervé Kofi sera le titulaire du prochain match, surtout qu'il y a un gardien qui est en approche, j'en parlerai tout à l'heure. Mais voilà, moi je suis pas convaincu. Après les relances étaient plutôt pas mal, mais c'est pareil, il y a une parade, il fait une belle parade sur 2 ou 3 frappes, mais à un moment donné il y a une grosse occasion, la parade elle est quand même hyper chanceuse. Hein. Et puis bon, sur le premier but, moi je trouve qu'il est pas très bien placé, même si ça va vite. Il doit bien mieux se replacer pour être au plus près de la frappe hors trait. Et sur la frappe de Barcoula, il peut rien faire, hein. C'est un banger. La frappe de Barcoula, elle est magnifique, c'est un superbe but, peut rien faire du tout, mais les stats sont là. 5 buts en 4 matchs, c'est trop pour pouvoir prétendre au top 7. Faut un gardien beaucoup plus hermétique que ça, c'est pas possible autrement. Voilà. En défense, je vais être franc avec vous, je vais peut-être me faire rabrouer, mais je vais bien expliquer pourquoi j'ai mis la note de 5 à Grady. Alors, dans les commentaires, vous me direz ce que vous pensez de mes notes. Bon, souvent, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais je trouve que Grady, moi, je suis désolé. Mais s'il n'y a pas Frankowski à ses côtés, il est mort de chez mort. Il s'est fait bouffer en vitesse totale par Barcola. Après, je dis pas que tous les défenseurs se font bouffer en vitesse par Barcola. Les relances, les passes sont pas mal. Mais le problème, c'est qu'au niveau du placement défensif, il a été à la rue à chaque fois. Il a même des fois demandé à Malang Sarr de venir prendre sa place pour essayer de lutter en vitesse. C'est bien trop insuffisant, même dans une défense à 3 où il est pourtant protégé, il a été sauvé une paire de fois par un Frankowski de très haute volée sur ce match, mais je trouve que c'est limite quoi. Et ça, sur ce match-là, sur des adversaires rapides, et c'est pas la première fois qu'il se fait bouffer en termes de vitesse, ça montre quand même les limites cette saison de Grady, même si il a montré l'exemple quand il a pris le brassard, il a fait une très jolie frappe. C'est pour ça aussi que je mets pas une super mauvaise note, parce qu'au final, je trouve que le contenu est moyen, parce que tu pourras pas le mettre dans une défense à 4. Et surtout pas si Danso s'en va, parce que Danso est suivi de près par la Juve, qui va sûrement vendre Cambuyasso, et qui aura sûrement les 25 millions pour lui mettre dessus, donc on va peut-être dire goodbye à Danso, parce que j'ai du mal à croire qu'il refuse la Juventus, c'est quand même un énorme club. Donc voilà, tu peux pas ambitionner la 7ème place de Ligue 1 avec Grady titulaire. Moi j'en suis persuadé, au moins cette saison, parce que ça change pas que ça a été un énorme défenseur chez nous. J'ai quand même l'impression que c'est très compliqué cette saison, il est pas le seul à être dans ce scénar-là, c'est Utoka aussi. C'est quand même, j'ai l'impression que c'est la saison un peu de trop, quoi. Avec ces ambitions-là. On va passer à Malang Sarr. Malheureusement, je suis obligé. Je mets la note de 4, c'est insuffisant. Malang Sarr, ça fait 2 bourdes en quelques matchs, ça fait 2 buts.
Le penalty, là, il se fait bouffer par Barcola. Il n'y a pas faute du tout, hein. C'est un duel. Il se déséquilibre un peu tout seul. Barcola finit le travail. Derrière, il y a but. Malheureusement, ça pardonne pas, même si il y a des choses intéressantes, que quand il est en face à face, il est quand même assez difficile à passer, mais quand c'est dans son dos, c'est très difficile. C'est un joueur qui a peu de rythme. Je sais pas trop son devenir dans l'effectif l'année prochaine, mais c'est en plus il a un énorme salaire. Je sais pas. Il a besoin d'enchaîner, mais il enchaînera pas forcément beaucoup, parce que si Will Steele repart sur une défense à 4, il va mettre Medina et Danso, à moins qu'il mette Danso Sarr. Si Medina est blessé, j'y reviendrai après. Mais voilà, c'est insuffisant. Hein. Moi, je trouve que c'est en dessous de Grady dans la défense. On n'a pas été extrêmement fort en défense, même si c'est PSG de en face. Moi, je trouve que c'est quand même un peu compliqué. Medina, j'ai mis la note de 7. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Ça a été le plus solide des trois. J'ai trouvé dans les relances très intéressantes. Il s'est pas mal projeté aussi dans ce 3-5-2. J'ai bien aimé ce qu'il a fait. Voilà, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Il est capable aussi d'être bien dans ce poste-là. Alors, c'est vrai que malheureusement pour lui, le départ de Kouzanov le remet en défense centrale. Est-ce que il y aura le recrutement? Enfin, de toute façon, il y aura peut-être 2 défenseurs de recruter. Et Medina repartirait sur la gauche avec un Machado en doublure, parce que là finalement derrière Machado il n'y a plus personne à gauche, donc c'est très compliqué. Je pense qu'à un moment donné ils vont devoir recruter pour rebasculer Medina en latéral gauche, parce que si Machado se blesse, on est totalement à poil sur ce côté-là, et le problème c'est que si tu forces pour mettre Medina à gauche, il n'y a plus personne au centre, donc il faudra recruter un défenseur. Je pense que c'est une des priorités du club, avec le départ de Kouzanov et la blessure de Chavez. Ça change pas mal les choses. On va passer au piston. Bah franchement, moi je mets une des meilleures notes de ce match à Frankowski. Alors des fois j'en mets pas des grosses, mais là je le mets, c'est la note de 9. Il fait un excellent match, que ça soit défensivement ou offensivement. Moi je l'ai trouvé très très fort. Défensivement, il a vraiment réussi à tenir Barcola et à défendre très haut aussi sur certains joueurs. Et offensivement, il a pas mal apporté, avec aussi une grosse frappe très dangereuse. Franchement, j'ai adoré. Depuis qu'il a rebasculé sur un système à 4, il a tendance à moins se projeter. Je trouve que physiquement, il a récupéré, parce qu'il était cuit de chez cuit au début de la saison. Le basculement à 4 fait qu'il est un peu plus dans un rôle défensif et il monte un peu moins, parce que du coup, c'est l'ailier qui fait un peu plus le travail offensif. Et j'ai l'impression qu'il a un second souffle, et il a fait un super match de piston. Nos pistons ont été à la hauteur. D'ailleurs, j'ai mis la note de 7 à Machado. Machado qui a fait des choses très intéressantes, un peu moins en vue que Frankowski, puis il a encore fait un tampon un peu inutile aussi, donc ça m'a un peu agacé, mais sinon la prestation est bonne et il a montré pas mal de bonnes choses. Il doit continuer comme ça, mais je l'aime autant en latéral défensif qu'en piston. Je trouve qu'il sait faire les deux choses. Alors vous me direz dans les commentaires si j'ai été extrêmement généreux avec Frankowski, mais moi je trouve que ça a été excellentissime de la part de ce joueur, parce que franchement il a montré de bonnes choses. Au milieu de terrain, franchement, moi je mets la note de 5 à Thomasson. Moi je trouve que c'est moyen, même s'il fait une mi-temps assez correcte. Je trouve qu'en deuxième il a complètement plongé physiquement. C'est ça le problème avec Thomasson, c'est qu'il peut pas tenir 80 minutes, c'est 60, 65, allez maxi. Je trouve qu'il a pas trop existé dans le milieu de terrain. Il a souffert de la comparaison avec Diouf, qui a lui fait un bon match, je vous spoil déjà la note. Mais voilà, moi je trouve que Thomasson c'est bien, mais voilà, il faut qu'il soit vite remplacé par Roger Tirane, parce que c'est quand même assez compliqué. C'est assez compliqué. Voilà, moi je trouve que voilà, il tire un peu la langue, et au final c'est voilà, il faut le remplacer par un milieu de terrain qui tient la route, et Roger Tirane pour moi il tient la route plus qu'Enea, en tout cas sur ce match. Je spoil un peu, mais j'ai mis la note de Diouf, la note de 7. Moi je trouve qu'il fait un bon match. Bon match de Diouf à la récup. Il a pas mal pesé sur la défense. Sur le milieu de terrain, je veux dire, où il a fait pas mal de récup. Il s'est bien battu. Bon, après, toujours ce problème récurrent, un peu de lever la tête, d'être un peu plus efficient dans la dernière passe. Même si je trouve qu'il a plutôt géré certaines phases de transition. Mais j'ai beaucoup aimé. Pour moi, je comprends totalement
la volonté de Will Steele d'installer ce gamin. Je trouve que l'interview où il dit, ben voilà, il y a des bonnes choses, mais il doit évoluer sur la dernière passe, la prise de décision. Je pense que Andy Diouf en est conscient et je trouve que quand il réussira ça, il franchira un cap et il sera un très gros joueur. Voilà. Mais moi, je trouve qu'il a fait un bon match, en tout cas, au milieu de terrain. Bah, il y en a un qui n'a pas fait un bon match. Hein. Moi, je le dis. Hein, alors, pas fait un bon match, non, mais bon, pas été exceptionnel. C'est Sotoka. Hein. Moi, je mets la note de 4. C'est insuffisant, moi je suis désolé, mais si tu joues en 3-5-2 ou en 5-3-2, il te faut un milieu de terrain offensif capable de donner des ballons. Moi je l'ai pas trouvé extraordinaire dans cet exercice, il a jamais réussi à passer, il a fait quelques passes un peu bizarres. Et puis surtout, moi je veux bien qu'on dise dans les médias, je ne suis pas un finisseur, mais enfin il y a quand même une différence entre pas être un finisseur et cadrer une frappe. Sur l'occasion où il y a faute ou hors-jeu, je sais plus trop ce qui siffle Pignard. Putain, il envoie une praline, mais n'importe quoi, enfin il faut la cadrer, bordel. Il est incapable de cadrer. Enfin, un milieu de terrain offensif, il doit quand même avoir une capacité de frappe, quoi. Et il ne l'a pas du tout. Moi, je trouve que c'est insuffisant. Et que quand tu joues dans ce système-là, il te faut un bon numéro 10 et il nous en manque un. Et c'est pas lui, quoi. C'est pas lui, ça sera pas Fugini non plus, ni des PDC. On a 3 joueurs capables de jouer milieu de terrain qui ne sont pas au niveau haut de tableau de Ligue 1, quoi. Voilà. Donc c'est pas possible. Voilà. Moi, je pense que vraiment le mercato, il doit permettre de mettre Sotoka sur le banc et de lui permettre de rentrer en fin de match pour essayer d'apporter défensivement et aussi dans la qualité de passe sur certaines phases de contre-attaque, parce qu'il a une qualité de passe, on peut pas la nier, c'est un des meilleurs passeurs du 21e siècle, de toute façon il a les meilleurs stats du 21e siècle je crois, et ça faut pas nier l'apport de Sotoka au Racing Club de Lens, mais clairement là c'est pas bon quoi, c'est pas possible. Alors là les notes vont augmenter hein, parce que c'est nos deux attaquants. J'ai mis la note de 7 à Kouyalicou. Bah, il fait un bon match. Hein. Moi, je trouve que c'est le chaînon manquant avec Enzola. Bonne prise de balle, bonne technique. Il a eu des occasions, il a tenté des choses, même si ça n'a pas été au fond, même si certaines frappes n'étaient pas manquées de puissance. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'impact qu'il a mis sur la défense parisienne. J'ai l'impression quand même qu'on est sur une bonne pioche et qu'une fois il va être lancé sur des adversaires de moins haut calibre, je pense qu'il peut enchaîner les passes décisives et les buts. Moi, je pense que ça peut faire bonne pioche. Clairement, j'ai beaucoup aimé ce match-là. Il a montré de bonnes choses et bon, il sort un peu parce que je pense qu'il le préserve parce il était pas serein au niveau musculaire sur le match d'avant. Donc, je pense qu'il le préserve parce que s'il se blesse, alors là, c'est Armageddon. Hein. Donc, je pense qu'ils le mettent un peu au frais. Donc, ça a un peu pesé aussi sur le match, le fait qu'il sorte tôt, mais malheureusement, il n'y avait pas trop le choix. Je pense qu'il y a un protocole de gestion de ses muscles un peu qui siffle, donc il faut être prudent pour éviter une blessure. Hein. Ça, donc je peux comprendre, mais le problème c'est le banc, mais ça j'y reviendrai après. Une des meilleures notes du match, alors pareil, vous me direz dans les commentaires si je suis extrêmement généreux ou pas, mais moi j'ai revu le match, j'ai mis la note de 8 à Enzola. Moi je trouve qu'il fait un très bon match, Enzola. Hein. Un très bon match. Alors c'est lui le buteur parce que c'est pas mal. Alors c'est vrai que sur l'action d'avant, il est un peu compliqué. Il manque un peu de spontanéité, mais le défenseur revient bien parce qu'il hérite bien du ballon. Mais sur le corner, contrôle but, enfin voilà, c'est super bien joué. C'est son 5e but de la saison. Bah, au final, il enchaîne les buts. Hein. Moi, je suis désolé, on pourra dire ce qu'on veut d'Enzola. Son match a été très costaud. Il a vraiment emmerdé la défense parisienne. C'est vraiment très très intéressant de voir Enzola à ce niveau-là, et moi je l'ai trouvé très intéressant dans le jeu lensois, et ses prises de profondeur, ses duels sur les ballons aériens, ses déviations, ses passes bien senties. Franchement, c'était vraiment pas mal, et j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. Donc voilà un peu pour Enzola. Hein. On va passer au remplaçant de ce match avec Ogé Diran. Ogé Diran, j'ai mis la note de 7 pour le milieu de terrain. Moi je trouve qu'il fait une bonne entrée, il a apporté de la puissance, des récupérations. Moi je pense qu'ils le mettent un peu au frais hein, et ils essayent un petit peu de le couver parce que c'est un peu compliqué pour lui. Mais sincèrement, je pense qu'il va monter en puissance et qu'on va voir de bonnes choses de sa part. Mais en tout cas, j'ai bien aimé l'entrée d'Ogé Diran, c'était vraiment intéressant. Une entrée beaucoup moins intéressante, c'est celle de DPDC. Moi, j'ai mis la note de 4, c'est insuffisant. Hein, DPDC, moi, j'ai pas trouvé qu'il avait fait des super choses. On sent qu'il y a une technique, qu'il y a une capacité de prise de balle, mais c'est bien trop faible, ça n'a aucun impact sur le match et je trouve que c'est quand même assez faible.
Encore plus faible, Fulgini. Fulgini qui est rentré en fin de match aussi et qui a rien foutu. Enfin, pour moi, ça sert à strictement à rien. J'ai mis la note de 2. Très mauvaise entrée de la part de Fulgini. Il est temps qu'il s'en aille aussi, lui, hein, parce que franchement, l'impact qu'il a quand il rentre, ou même quand il est titulaire, c'est extrêmement faible. Je suis extrêmement déçu. Enfin voilà, c'est très compliqué pour Fulgini. Ensuite, Wesley Saïd, bon, je mis la note de 4 à Wesley Saïd. Bon, ouais, il manque totalement de rythme et puis il a rien apporté du tout. Il était assez fantomatique. Mais bon, comme il n'y a personne sur le banc et que tu peux pas non plus tout le temps mettre à poil la N3 pour compléter, tu es obligé de prendre des mecs qui reviennent de blessure. Donc c'est quand même... enfin voilà, c'est pas tété. J'ai mis la même note à El Ainaoui, pareil, c'est insuffisant. Il a eu aucun impact au milieu de terrain. Voilà, sincèrement, enfin voilà. Et remplaçant, mis à part Rouget d'Iran, ça a été quand même très 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 compliqué. Hein. Sincèrement... c'est d'une tristesse absolue. Alors au niveau du coaching, en fait le problème c'est que je sais pas trop quoi mettre à Will Steele, mais je vais quand même mettre la note de 5 parce que je trouve que c'est assez moyen. Je pense qu'il aurait dû peut-être persévérer avec Kouyalipou, même s'il y a une petite précaution au niveau musculaire, mais je pense qu'il aurait peut-être tenu un petit peu plus longtemps. Et je trouve que les changements ont été faits un peu trop tôt. Et que du coup, comme t'as rien sur le banc, mais t'as tout de suite plongé au niveau technique et tactique, et que t'aurais peut-être pu accrocher le match nul si tu faisais pas rentrer des mules comme Fulgini et Wesley Saïd, qui n'ont pas été bons du tout, des PDC d'ailleurs aussi. Et NEA, moi je l'ai pas trouvé du tout concerné dans le match. Il a été, voilà, c'est très insuffisant. Donc c'est vrai que j'ai trouvé le coaching un peu léger, mais je pense qu'il fait avec ce qu'il a, et c'est aussi une manière d'envoyer un message à sa direction en disant démerdez-vous, parce que franchement on n'est pas tété au niveau effectif. Au niveau de l'ambiance, j'ai mis la note de 8. Je trouve que l'ambiance a été très bonne. J'ai bien aimé les chants. Je trouve que on a été à la hauteur de ce match. Le COP parisien qui est un très très gros COP. Franchement, on les a pas entendus beaucoup. Je trouve que l'ambiance était super. Malheureusement, on a été un petit peu glacé après quand il y a eu le but de Barcola. Mais je trouve que l'ambiance, franchement, était très bonne. J'ai mis la note de 4 au PSG. Bon, franchement, c'est insuffisant. Hein. Ils ont joué dans un rythme de sénateur. Après, Barcola fait des étincelles. Tout le monde le critique, mais le deuxième but qu'il met, il fait une passe décisive, un but. Franchement, il a été décisif. Et le but qu'il met, c'est un superbe but. Donc... voilà, ils ont recruté le Géorgien, là, sincèrement, ils vont avoir une sacrée attaque parce que c'est vraiment très fort, je sais pas le dire, Kara, on va dire Kara, parce que, ou Kouara, je sais pas comment on le dit, enfin bref, le Géorgien, c'est pas très gentil pour lui, mais entre lui, Barcola, et puis tout ce qu'il y a offensivement au PSG, ils ont de quoi faire, hein. Enfin, s'ils jouent comme ils ont joué là face à Manchester City, ils vont prendre une sacrée branlée. Ça va être un peu compliqué pour eux. Pignard, Jérémy Pignard, bof. Bref, après Jérémy Pignard, je n'ai pas trouvé qu'il avait fait un mauvais arbitrage. J'ai mis la note de 6, c'était correct. Peut-être il doit siffler certains contacts un peu plus. Peut-être que le coup de pied aérien méritait peut-être plus qu'un jaune. Mais enfin, il n'y avait pas non plus de gros scandales. Ça reste un arbitrage correct, on en a connu des pierres d'arbitrage. Donc voilà un petit peu pour les notes. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. On va passer au débrief. C'est parti pour le débrief avec une première mi-temps assez intéressante dans son déroulement. Les 15 premières minutes, ça a été quand même très compliqué avec un PSG hyper dominant. Après, je reviendrai un peu sur les chiffres, hein, qui montrent quand même qu'il faut pas non plus idéaliser le match lensois. Mais en tout cas, les 15 premières minutes, on a senti qu'il y avait une certaine forme de prudence. Et puis, on est monté crescendo. On a commencé à s'enhardir. Et puis, à monter un peu plus haut dans le pressing. Parce que je trouvais qu'on avait un pressing assez faiblard et qu'on les a laissés un petit peu venir. Dans les phases où on est monté un peu crescendo, au final on a enchaîné pas mal de corners très mal tirés comme d'habitude. Va falloir qu'il lève les ballons, hein, l'ami Diouf, parce que
Il fait un bon match, mais c'est vrai que sur les coups de pied arrêtés, ça a été pas ça. Mais en tout cas, sur le terrain, au milieu de terrain, il a été quand même assez fondamental dans le jeu lensois. Quand on a commencé à prendre un petit peu plus de force dans ce match. Et puis sur le rare corner qui a été un peu plus levé, il y a une déviation de la tête. Je sais pas si c'est Diouf qui le tire d'ailleurs. Je sais pas si c'est pas Frankowski, je ne me rappelle plus. Vous me le direz dans les commentaires aussi, je m'en souviens plus. Enzola, contrôle, frappe, but, 1-0. C'est pas immérité par rapport à la séquence, parce que je trouve qu'à ce moment-là, on avait quand même un petit peu mis les Parisiens en difficulté. Et puis derrière, on tient. On tient physiquement, on tient défensivement, même s'il y a une belle 2-3 grosses actions assez chaudes, on est quand même assez solide défensivement. Mais on sent que physiquement, on en a mis beaucoup dans le match. Hein. Dans la première mi-temps, je trouve qu'on a vraiment schlagué physiquement, on a vraiment subi, on a couru après le ballon. Et je me suis dit qu'on allait payer. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on la démarre un peu trop bas, cette deuxième mi-temps. Et au bout d'un moment, je trouve qu'on faiblit physiquement. Et c'est là que je trouve que les remplacements ont peut-être pas été bien faits. Je pense qu'il aurait peut-être fallu garder Koyalipou et changer très vite Sotoka, voire Thomasson. Je pense que là-dessus, un petit peu, le problème, c'est que t'as pas ce qu'il faut, quoi. Parce que Nampalys Mendy, il sert à rien. Et que Enea, je trouve qu'il est très peu concerné. Et il est pas extraordinaire cette saison. Je trouve que c'est pas la saison, c'est la saison d'après, on va dire. Parce que la saison, l'année dernière, il a été très bon. Et je trouve que c'est la saison d'après. Après, dire qu'il met du temps à revenir de sa blessure, moi je veux bien. Mais bon, enfin voilà, il est quand même, il enchaîne quand même des minutes, des matchs. Enfin voilà, moi je le trouve pas hyper concerné, sachant que le joueur a envie de partir, peut-être qu'il est pas dans un mood comme ça, mais en tout cas, enfin voilà, il y a pas beaucoup de matière au milieu de terrain, on est blindé de milieu de terrain, mais à part Rouget Diran, je trouve que c'est pas tété derrière, la concurrence n'est pas extraordinaire au milieu de terrain. Et c'est pour ça qu'un Bulatovic ferait pas mal, parce que vu les retours de scouting, j'ai vu 2-3 analyses scouting là, parce que comme je vous ai expliqué, j'ai 2-3 potes qui sont scouts et qui m'ont envoyé des extraits de suivi de scouting, notamment qui viennent de Belgique, qui suivent Bulatovic. Ah, c'est très très costaud. Hein. Le problème de Bulatovic, il a été annoncé par Fabrizio Romano. Le problème de Bulatovic, c'est qu'il ne viendra que si ça dégage au milieu de terrain. Faut vraiment espérer qu'on arrive à virer Nampalys Mendy, qui sert strictement à rien dans cet effectif, mais qui prend de la place et du salaire pour faire venir ce jeune prodige, parce que Zagreb est vraiment dessus. Hein. Donc faudrait pas qu'on se le fasse chipper, parce que la situation est quand même bloquée, et puis on ne sait jamais que d'autres clubs se manifestent, on pourrait se le faire chipper sous notre nez, ça serait quand même un sacré prospect perdu. Donc voilà, mais je trouve que ces remplacements sont venus un peu trop tard. Alors l'égalisation vient d'une contre-offensive parisienne avec une erreur, une bourde un peu de Sarr qui glisse un peu et qui se fait bouffer au duel par Barcola, qui décale bien. Mais enfin, je trouve que Kofi est pas forcément super bien placé sur ce but-là. Et puis derrière, on continue à y croire, on est à un partout, on met pas mal d'ingrédients, Donnarumma fait un bel arrêt, il y a une jolie frappe comment dire, de Grady, mais le mal est fait, parce que les changements offensifs sont éclataxes en termes de niveau. DPDC montre rien, Wesley Saïd est un fantôme, quand il fait rentrer Fugini, il reste encore 3 minutes plus le temps additionnel, donc presque 5, 6, 7 minutes. Il a rien montré, rien foutu, à part mettre un carambar à un joueur parisien. C'est quand même très faible. Je veux dire, là, il faut recruter offensivement, et voilà, il y a des joueurs bien sûr qui vont sauter, mais le problème c'est qu'on est bloqué par ces joueurs-là qui ne partiront jamais s'ils trouvent pas une porte de sortie qui leur paieront leur salaire actuel. Donc voilà un petit peu sur ce match où on paye un effectif faiblard et un coaching peut-être un peu trop tôt de la part de Will Steele. Derrière, c'est le talent de Barcola, mais si tu réussis à être plus intéressant dans tes changements, peut-être qu'offensivement, tu arrives à tenir la route. Mais bon, Donnarumma a fait aussi les arrêts qu'il fallait, même si, enfin bref, peut-être sur le but d'Enzola, il y avait peut-être un hors-jeu d'un poil de cul, mais malheureusement, il y a hors-jeu, donc voilà, ça a été confirmé je pense que ça a été confirmé par la VAR, mais je suis pas sûr, mais en tout cas, voilà, il y avait apparemment hors-jeu, donc voilà. Après, je trouve pas qu'il y ait faute de Barcola sur Sarr. Moi, je trouve que le duel est assez régulier, donc
voilà, c'est Sarr qui pète au duel et puis c'est tout, quoi. Alors, c'est vrai qu'une des mauvaises nouvelles de cette deuxième mi-temps, c'est j'ai l'impression que Medina se blesse un peu à la cheville. C'est pour ça aussi qu'il sort en fin de match. Mais j'espère que c'est pas trop grave, parce que si tu récupères Danso et que tu perds Medina, ça va être la galère défensivement et ça fait un peu peur, quoi. Ça fait même un peu chier, je vais vous dire. Donc j'espère que c'est pas trop grave et que Medina va s'en remettre assez rapidement. Voilà un petit peu pour le débrief. Vous me direz pareil ce que vous pensez de mon débrief par rapport à ce match. Pour moi, au niveau statistique, c'est quand même révélateur du fait qu'il faut pas non plus prendre la prestation lensoise pour ce qu'elle n'est pas. On a été quand même dominé par une équipe parisienne qui, même si elle a marché beaucoup, même si elle est pas belle à voir jouer, au niveau des stats, on est battu sur tous les plans. La possession, le nombre de passes, le nombre de duels gagnés. Il y a que les corners, parce qu'on a été très combatifs et qu'on les a mis à la faute sur les corners, où on est devant les Parisiens. Et d'ailleurs, c'est ce qui est quand même assez énervant, c'est qu'on n'a pas de bons tireurs de corner et qu'on n'en profite jamais, ou on en a profité sur le but de Enzola, mais ça faisait 170 millions de corners qu'on a tiré sans but. Enfin, c'est quand même pitoyable à ce niveau-là. Mais voilà, au niveau des stats, on est bouffé par Paris. Donc la victoire de Paris n'est pas un hold-up comme j'ai vu sur les réseaux sociaux. Paris, ils ont été supérieurs à nous. On a eu des occasions, on les a perturbés par période courte dans le match, mais répétée, c'est-à-dire qu'on a eu des périodes courtes de domination, où on a fait reculer les Parisiens, où on a eu des occasions, mais les Parisiens, ils ont eu au moins autant d'occasions de nous, voire peut-être un peu plus de tirs. Enfin, c'est kiff bourricot, mais on est battu sur plein de plans statistiques, donc voilà, on a été intéressant, on les a bousculés par séquence, mais on reste quand même en dessous du PSG. Enfin, toutes les équipes de Ligue 1 sont en dessous d'un PSG, même à 50%. C'est pour ça aussi que cette Ligue 1 est plus un peu du cul des fois, parce que ça manque d'une énorme équipe qui vienne challenger le PSG, parce que je pense que s'il y avait une deuxième grosse équipe avec un gros budget, le PSG serait pas champion tous les ans. Moi, j'en suis persuadé. Alors bon, le PFC a perdu face à Metz, parce qu'on sait que le projet PFC, c'est de monter en Ligue 1. Une fois qu'ils sont en Ligue 1, ils vont mettre 80 millions là-dedans, ou 100 millions, enfin j'en sais rien, je sais pas comment ils vont faire. Mais ça va montrer une équipe de malades. Voilà, mais ça a besoin de ça, la Ligue 1. Ça a besoin d'un deuxième mastodonte, même si ça va rendre les places un peu plus difficiles pour aller en Europe. Mais en tout cas, il faut un challenger au PSG qui se balade tranquillement en Ligue 1, parce qu'ils n'ont pas d'adversaire à leur taille, même quand ils jouent à 50%, même si la plupart du temps, certaines équipes jouent pas le jeu. Nous, on l'a quand même essayé de le jouer, quoi. Alors c'est vrai que sur le deuxième but, on part un peu n'importe comment à l'abordage, mais pourquoi on part n'importe comment à l'abordage? Parce que les milieux de terrain offensifs ou les joueurs offensifs font n'importe quoi, sont mal placés, et font des départs dans n'importe quel sens. Donc ça, je comprends la frustration de Will Steele. C'est clair et net, parce que ça, je vais en parler dans la conclusion, mais son analyse, elle est totalement judicieuse. Hein, mais voilà un petit peu pour mon analyse, mon débriefing de ce match. En tout cas, là, on va passer à la conclusion. Je vais parler Mercato, mais je vais aussi parler de la conférence de presse d'après-match de Will Steele, parce qu'elle est extrêmement symbolique de ce qu'est le Racing Club de Lens sur cette saison 2024-2025. C'est parti pour la conclusion. Et voici donc la conclusion de cette vidéo. Will Steele a très bien dit les choses. C'est bien de parler de potentiel, c'est bien de parler de belles phases, de beaux jeux, mais il faut du talent. Faut réussir les actions, faut que les entrants apportent des choses, faut évoluer, faut qu'il y ait une amélioration. Elle est pas visible, il y a une stagnation, mais je pense qu'il vise vraiment les gens qui rentrent, quoi. Les DPDC, Fulgini, voire même Saïd, qui sont toujours au même niveau éclataxe depuis le début de la saison. Il n'y a aucune évolution positive de ces joueurs-là. Je pense que c'est vraiment une forme de critique là-dessus. Et il est frustré parce qu'il en a marre de voir ça. Et je pense que c'est un message envoyé à la direction. Il veut du talent, il veut des choses intéressantes à mettre sur le terrain. Et ces gens-là, les gens que j'ai cités avant, ils sont pas intéressants à voir jouer sur le terrain, clairement. Donc voilà, et le problème, c'est que malheureusement, tu te fais niquer. Et tu te fais niquer à chaque match parce que t'as pas d'évolution positive quand tu fais tes coachings. Alors contre Le Havre, quand tu fais rentrer Enzola et que tu sors Koulialipou, il y a une certaine continuité de qualité de jeu. D'ailleurs, Enzola apporte le deuxième but lensois.
mais quand tu fais rentrer DPDC et Fulgini, il n'y a aucune plus-value par rapport à ce qu'il y a sur le terrain. D'ailleurs, c'est même une dévaluation du niveau de l'équipe. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Et il faut que ça change avec un mercato très important cet hiver. Là, comme je l'ai dit sur les réseaux, pour ceux qui me suivent sur les réseaux Twitter, hein, de toute façon, Twitter est dans ma bio. Vous n'hésitez pas à aller sur mon Twitter pour vous abonner. Je rajoute un peu des analyses supplémentaires par tweet. Mais en tout cas, voilà. Le message passé, il est clair. Il faut recruter. Et je pense que s'il n'y a pas de recrue avant jeudi, je pense que Will Steele va commencer à faire la gueule. Hein, parce que, à mon avis, il va vouloir du neuf avant le match face à Angers, qu'on pourrait sûrement gagner. Alors le match nul face à De Lyon nous sauve un peu le cul, parce qu'au final, ils prennent qu'un point. Et en plus, Brest a gagné, donc ils commencent à grignoter des places. Ils sont à 5 points des places européennes, je crois, Brest. Donc voilà, le match nul de Lyon nous aide un peu, parce que Angers, c'est quand même beaucoup plus abordable que le PSG, et c'est à domicile, donc il va falloir aller récupérer les 3 points obligatoirement pour continuer à coller à ce top 5, top 6. Mais sincèrement, il faut des recrues dès la semaine prochaine. Alors par rapport à ça, je fais un ricochet mercato. Petite info, l'équipe via Loïc Tanzi a sorti l'info Mathieu Ryan, donc le gardien, le deuxième gardien de l'AS Roma, j'étais en train de chercher, hein, et qui a eu une grosse carrière internationale australien, 94 sélections pour Mathieu Ryan. Il a joué en Angleterre, à Brighton notamment, aux Pays-Bas, je crois que c'est à l'AZ Alkmaar, voilà, pardon, excusez-moi, l'AZ Alkmaar. Donc il a quand même une grosse carrière derrière lui, 32 ans. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal, le CV est bon, et ça envoie vraiment le message que Hervé Kofi peut pas être numéro 1. Mais pour moi, c'est une logique, quoi. Quand tu prends 5 buts en 4 matchs, tu peux pas prétendre avec le gardien numéro 1 d'une équipe qui aspire à être 7ème de Ligue 1. C'est pas possible. Alors vous allez me répondre, oui, bah il y a eu le PSG 2 fois, ouais, mais avant, les stats elles sont là, c'est tout. On peut pas aujourd'hui dire que Kofi c'est le numéro 1 sans aucune discussion possible. C'est pas du tout le cas dans le staff, puisqu'ils veulent absolument un gardien numéro 1. Donc Mathieu Ryan, c'est très très chaud. Alors pour compléter cette information-là, la piste Jonathan Fischer est toujours présente. On me l'a dit. Donc les deux gardiens sont dans un espèce de mouchoir de poche, même si c'est apparemment très très avancé avec Mathieu Ryan. J'en ai parlé un peu avec un suiveur de la Serie A, hein. J'ai posé quelques questions, et Lens est en train de discuter avec l'AS Roma, donc c'est quand même assez chaud, mais le plan Fischer est toujours d'actualité, donc à suivre. À suivre par rapport à cette piste des gardiens. Pour le reste, pour vous répondre à la question, parce qu'on parle toujours de qu'est-ce qu'on piste comme joueur, clairement, ailier, joueur attaquant ailier, offensif, en 2 exemplaires, c'est-à-dire qu'il chercherait 2 ailiers, au moins un défenseur, et le milieu de terrain qui pourrait apparaître, ou alors l'un des offensifs est polyvalent et capable de jouer numéro 10. Mais il y a aussi Bulatovic qui fait partie des joueurs très près de signer à Lens, mais qui ne signeront que quand il y aura un départ au milieu de terrain. Voilà un petit peu pour les informations, mais en tout cas, voilà, je voulais parler de Mathieu Ryan, parce que c'est très chaud et ça serait peut-être le futur gardien de cette équipe. Bah, je suis vraiment pas déçu, parce que c'est quand même un nom, c'est pas un anonyme, et c'est quand même quelqu'un qui a un sacré CV. Voilà un petit peu pour cette vidéo d'après-match. Je vous souhaite tous une bonne semaine. Je vous souhaite tous de bonnes choses. Prochaine vidéo, je pense qu'il y aura peut-être un petit short mercato pour revenir un petit peu sur les actualités mercato. Ça va s'exciter. Puis je ferai une vidéo actu peut-être mercredi ou jeudi selon les annonces mercato, etc. Il y aura bien sûr la vidéo d'après-conf. Et puis il y aura bien sûr le short du groupe. Comme d'habitude, vous connaissez les bails maintenant. Et puis prochain... l'après-match, ça sera bien sûr Racing Club de Lens Angers. J'y serai. J'enchaîne. Je travaille jamais le week-end maintenant. Mais il faut bien aller au stade. Il n'y a qu'au stade qu'on est bien quand on voit Lens, parce qu'à la télé, on se tape Joss et Bravo. Non, c'est finito ça. Moi, j'en veux plus. Hein. Putain, j'ai revu le match. Ouf, c'est dur. Hein. T'as envie de couper le son, mais c'est tellement triste de regarder un match sans musique ou sans son des supporters que t'es obligé de te taper ces deux gagnants-là. Ça fait mal au cul. Sur ce, je vous souhaite
une très bonne journée, une très bonne soirée pour vous. Ciao les amis, on n'hésite pas, on s'abonne, on met la cloche, on partage, on commente. On commente. Je vous ai pas mal posé de questions, donc j'espère que j'aurai pas mal de commentaires. J'y répondrai le plus souvent possible. Dans la bio, vous avez les liens de mon compte Twitter, vous avez les liens du monteur, pas du menteur, hein, du monteur, Mathieu le génie. Sur ce, je vous dis au revoir, ciao les amis, et le clin d'œil légendaire.